Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la simulation de rigid bodies dans Maya et aussi la simulation de tissus dans Maya. Donc nous verrons quelques projets qui nous permettront de découvrir les bases de la simulation des rigid bodies et des tissus dans Maya. Donc je vais créer un plan, voilà, je peux le mettre au centre du monde ce plan. Ok. On va l'agrandir un tout petit peu avec l'outil Scale, comme ceci, on va dézoomer un tout petit peu aussi. Et puis je vais créer une sphère, donc je viens ici, je crée ma sphère. Je lui mets comme valeur 3. Ici, je mets tout ça à 0. Je rentre 3 comme valeur pour la poser au sol, ma sphère. Et je vais aller sur Rendering. Je vais lui mettre un Bling. Dans Bling, je vais lui mettre une texture. Vous l'aurez deviné, ça va être un checker. Et comme d'habitude, on va mettre du jaune ici. Et je vais activer ma texture dans ma scène et je vais cacher ici ma grille. Donc là, nous disposons d'une scène relativement simple. Et on va appliquer à notre objet ici, donc à notre sphère ici, un système de rigid body pour pouvoir effectuer après une simulation et donc avoir une animation sans forcément poser de clé. Donc pour ce faire, je vais donc sélectionner ici ma sphère et je vais lui demander d'aller dans FX, Fields and Solvers et je vais choisir Create Active Rigid Body. Je clique dessus. Et si je retourne ici dans Channel Box, on peut voir qu'il m'a posé ici des barres jaunes pour m'indiquer que ces éléments sont en relation avec un autre objet dans la scène. On ne peut pas voir ici, mais si je vais sur Outliner Display et je fais Shape, au niveau de Pister One, si je clique sur plus, on peut voir qu'il m'a rajouté ici un Rigid Body 01. Si je le sélectionne et que je vais sur Attribute Editor ici, on voit qu'on peut avoir accès ici à ces différents paramètres. Donc je vais tout fermer ici, qu'on puisse bien voir ce qui se passe. La première chose que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Play pour voir s'il y a une simulation qui se calcule. Pour l'instant, il n'y a rien du tout qui se passe. Donc je vais, avec ma serre toujours sélectionnée, aller donc sur Rigid Body 1. Je vais voir un petit peu ce qui me permet, enfin ce qui m'offre comme paramètres. Donc là, on voit qu'on a la masse. On voit qu'on pourra faire rebondir notre objet. Et on pourra gérer sa vélocité, a priori pas ici, donc je vais aller sur Initial State, et là je vois que j'ai un spin, j'ai une position, une orientation que je peux attribuer dès le début comme paramètre initial à mon objet, et là je vois que j'ai un Initial Velocity, qui pourra donner de la vitesse dès le début à mon objet, et a priori on est sur X ici, Y et Z, donc si je regarde ici les axes, eh bien je vois que le X pointe dans cette direction. Ça veut dire que si je veux que ma sphère se dirige dans cette direction, il va falloir que je lui rentre, par exemple ici, une valeur. On va lui mettre 1 pour commencer. J'appuie sur Entrée et j'appuie sur Play pour voir ce que ça donne. Et on voit donc que ma sphère est en train de bouger par rapport à la vitesse initiale que je lui ai donnée. Donc je peux augmenter cette valeur en appuyant sur 5. On regarde ce que ça donne. Et on voit que donc ma sphère est en train d'être simulée par rapport à la vitesse que je lui ai donnée. Je vais entrer ici 700 pour avoir plus de frames pour mieux observer ma simulation. On peut voir que pour l'instant, ma sphère bouge, mais n'a pas l'air de tourner. Cela est dû au fait qu'elle n'est en interaction avec aucun élément présent dans la scène, même si on a ici une grille. Donc, je vais sélectionner ici ma grille et je vais aller sur Fields and Solvers et je vais choisir Create Passive Rigid Bodies. Donc vous avez compris que quand les éléments ne sont pas destinés à être animés, on choisit un passif rigid bodies et quand ils sont destinés à être animés, on prend un active rigid bodies. D'ailleurs, si je vais sur Fill and Solvers ici et que je clique sur la boîte d'options, vous verrez que la seule chose qui change entre le active et le passive rigid bodies, c'est simplement d'avoir cette option-là qui est activée, sinon tous les paramètres sont strictement identiques. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, on a ici dans la sphère, sur le plan, un rigid bodies 2. Donc je reviens au tout début et je vais observer ce que ça me change au niveau de ma simulation.
On voit que ça ne change pas grand chose. Alors peut-être que je peux venir ici sur le rigid body 2 qui correspond à celui qui est attribué à mon plan ici. Et que je peux au niveau de la friction lui demander d'avoir une valeur beaucoup plus grande. Je reviens ici, beaucoup plus grande, comme ceci. Et on regarde ce que ça donne. J'aurais souhaité que la sphère n'aille pas aussi vite. Peut-être qu'il faut une valeur encore plus grande. On va lui mettre 50 par exemple. On va vraiment abuser au niveau de la valeur. On va voir ce que ça donne. On voit que ça n'a strictement aucun effet. Si je vais sur Rigid Body 1 et que je lui mets aussi une friction, on va observer ce que ça donne. Voilà, on sent qu'il y a quand même de la résistance au niveau de l'objet. Alors maintenant, on va lui mettre une gravité, parce que peut-être que l'objet n'est pas vraiment posé au sol et que donc du coup, il n'y a pas de contact. Si par exemple, je vais en vue de front ici et que j'active cette vue comme ceci, peut-être que l'objet ne rentre pas vraiment en collision avec notre plan ici et que c'est pour ça qu'on n'a pas encore de rotation au niveau de la sphère. C'est ça que j'essaye d'avoir depuis tout à l'heure en fait. Donc je vais sélectionner ma sphère et je vais aller sur Fields and Solvers et je vais lui rajouter une force qui va être la gravité. Alors je reviens au tout début et je regarde ce que ça donne. Et là, comme par hasard, on peut observer qu'une fois que je lui mets de la gravité, notre objet est en train de collisionner parfaitement avec le sol et se met donc à tourner. Vous avez vu, hein, c'est sympa comme simulation. Donc voilà, à cause de la friction, on a donc cette simulation et on voit que sans poser de clé, uniquement en lui donnant une vitesse de départ et en lui appliquant une gravité, une force, eh bien on peut commencer à avoir une simulation qui est calculée et notre objet qui est animé sans pour autant avoir posé de clé d'animation. Donc je vais faire stop ici. Je vais sélectionner ici ma sphère. Je vais aller au niveau de son initial velocity. Je le remets à 0. On revient au tout début. Et si je fais play, eh bien on voit qu'il n'y a absolument rien qui va se passer ici puisque notre objet n'est plus en train de bouger. Mais si je reviens au tout début, que je mets ma sphère au milieu et que je la surélève un petit peu comme ceci et que je fais play, là, on va avoir notre balle qui va être attirée par la gravité vers le sol et qui va rebondir puisque on a laissé par défaut la valeur de bounciness qui est à 0.6 ici sur le sol. Donc si je la mets à 0, on observe ce qui se passe. On voit que la balle, elle rebondit toujours. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a un bounciness de 0.6. Donc si je reviens au tout début et que je fais play, là, elle arrive et elle ne rebondit plus. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer qu'on a la possibilité d'animer cet objet et de faire en sorte qu'il rentre en collision avec d'autres éléments qui seraient aussi, eux, des active rigid body. Pour ce faire, je vais aller sur Polymodeling et je vais créer ici un objet comme celui-là. Et je vais tout de suite lui mettre un active rigid body. Donc ensuite, je vais aller ici, je vais demander à ce qu'il y ait encore que mon plan soit un peu plus grand quand même, parce que sinon tout va tomber. On va peut-être pousser cet élément, la sphère, je vais la prendre et je vais la mettre à ce niveau-là, et ça, je vais pousser ça vers ici. Et je vais lui redonner une vélocité à ma sphère. Donc je vais venir ici sur Rigid Body 1. On va aller à ce niveau-là et on va lui mettre un moins 5 de façon à ce que se dirige dans le sens opposé de l'axe X dès le début de la simulation. Donc, si je fais play, on sent qu'elle arrive ici, on observe ce qui se passe. La vitesse n'est pas assez puissante, mais attention, hop, elle va pousser très légèrement mon objet comme ceci. Alors je vais faire un stop. On va lui donner une couleur parce que là on a du mal à identifier nos éléments.
pouvez venir ici, je mets un bin et on choisit une couleur, par exemple, on va prendre du bleu foncé. Pas trop foncé quand même. Puis ça, on va le mettre en vert parce qu'on ne voit pas très bien non plus. Donc là, je mets du vert comme ceci. Ok. Donc on a vu que ça n'avançait pas vraiment très très vite. Donc ici, je vais mettre une valeur un peu plus forte. On va mettre 15 par exemple. On revient au tout début et on fait play pour observer ce que ça donne. Et là, on voit qu'elle est en train de pousser, 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 pousser. Est-ce que ça va tomber? A priori, oui, ça va tomber, mais ça tombe très légèrement. Et ce n'est toujours pas assez puissant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit on peut donner une valeur beaucoup plus grande, comme ceci. Alors, il y a un truc que j'ai oublié d'enlever ici, c'est qu'on a donné une grosse valeur à notre static friction ici. Donc, je vais lui mettre 1. Et là, ça devrait aller beaucoup plus vite. On a mis aussi une friction sur notre sphère, si je me rappelle bien. Donc, on lui a mis combien? Bon, on n'avait pas mis de friction sur la sphère a priori. Si je la resélectionne, cette friction, ok, parce que je trouve qu'elle a encore un petit peu de mal à partir convenablement. Et là, on voit que notre objet est en train d'évoluer. Et ce qui est bizarre, c'est que lui, il a l'air de flotter dans les airs. Ce n'est pas du tout normal. C'est pas le mouvement qu'on espère avoir d'un bloc qui a priori devrait être lourd. Donc si ça fait ça, c'est parce que quand je l'ai créé, je n'ai pas associé à mon objet la gravité. Et pour ce faire, pour lui appliquer la gravité, eh bien on va aller dans Windows, Relationship Editor, et on va chercher Dynamic Relationships. Je vais dessus. Et avec mon P-cube sélectionné, c'est celui-là, je vois que ici dans les champs de force, dans les fields, j'ai Gravity Field qui correspond ici à ma gravité. Eh bien, il me suffit simplement de sélectionner cet objet, de fermer cet élément. Et si je fais play, là, on va avoir une toute autre simulation. Et on va avoir notre objet qui sera affecté par la gravité et qui va avoir une réaction beaucoup plus réaliste et qui va tomber sur le sol. Alors, si je fais stop et que je reviens ici, je vais vous montrer qu'on a la possibilité de modifier cette animation, par exemple en donnant une masse un peu plus grande à cet élément comparé à celle de ma sphère ici qui a la même masse. D'accord? Par exemple ici, je peux lui mettre 5. Vous verrez que normalement, cet élément devra tomber plus difficilement qu'avant. Si je mets play, vous voyez que ça résiste, on voit que c'est beaucoup plus lourd. D'accord? Si je lui mets une valeur encore plus grande, comme par exemple 50, on observe ce que ça donne. Notre élément bouge à peine. Ok? Par contre, si je vais sur ma sphère et que je lui mets une valeur beaucoup plus grande comme 100, je peux en trouver, je fais play. Alors, je reviens au tout début, bien sûr. Je fais play. Là, on sent que ce n'est pas suffisant pour faire tomber ici notre objet. Si je lui mets 200, bon, ce n'est toujours pas suffisant. Peut-être qu'il faut une plus grosse valeur, mais je pense que vous avez compris le principe sur l'interaction entre deux éléments au niveau d'un rigid body. Et là, on voit un petit peu le résultat de notre simulation. Vous avez vu que c'est relativement simple. Pour appliquer un système de rigid bodies à des éléments dans notre scène, il faut d'abord déterminer quels sont les éléments qui vont être animés. Ceux qui vont être animés, on les met en active rigid bodies, et ceux qui ne seront pas animés, on les met en static rigid bodies. Okay? Donc, je vais faire un file new scene. Je reviens à ce niveau-là, je remets ma grille. Alors,
Dans cet exemple, je vais vous montrer quelque chose de plutôt sympa. Vous savez que lorsque l'on fait de la simulation avec des rigid bodies, c'est en général pour exploser des éléments et avoir plein de débris partout. C'est ce que l'on fera maintenant. On va casser du mesh. Et pour ce faire, on va aller sur Polymodeling. Et je vais créer donc un plan comme ceci, sur lequel vont tomber tous mes éléments. On va le faire avec une sphère. Donc je vais créer ici une petite sphère comme ceci. Le plan, je vais l'agrandir un tout petit peu plus quand même, parce que, à mon avis, ça va sûrement bien s'éparpiller. Voilà. Je prends ensuite ma sphère, ok, et je vais la mettre à ce niveau-là, puisqu'on veut que ça tombe et que ça se répande un petit peu sur le sol. Donc on va briser, disons que ça c'est du verre en fait, et que le verre va se casser en plusieurs petits morceaux. Donc, je vais dézoomer un tout petit peu, comme ceci. On va enlever ici la grille, et je vais lui demander ici de me découper cet objet en plusieurs parties, de me fractionner cet objet en plusieurs parties. Et pour ce faire, on aurait pu le faire à la main, mais on va utiliser un effet ici, qui se trouve dans les FX, hein, et qui s'appelle Shatter. Donc on va aller sur la boîte d'options. On voit qu'on a plusieurs façons d'utiliser cet effet. On peut le faire soit sur la surface, soit faire des crack shatter, c'est-à-dire des petites fissures, ou sinon on peut le faire par rapport à un solide, de façon à ce que quand l'objet sera coupé, eh bien en gros, on aura des faces intérieures qui auront été générées pour nous automatiquement. Donc je vais aller sur Edit Reset Settings, d'accord? Et comme il s'agit d'une simulation, la première chose que je vais faire après qu'il ait fait cette opération, donc dans post-opération, ici je vais lui mettre un Rigid Bodies with Collisions Off. On clique dessus. Donc on sait qu'automatiquement il va nous appliquer pour chaque pièce qu'il aura créée ici, un Rigid Body avec une collision qui sera mise sur le mode Off. Okay. Ensuite, le nombre de pièces, on va en mettre 10. Et le Edge Jagginess, c'est pour savoir si la découpe sera parfaite, donc précise, hein, ou alors est-ce qu'on aura des petites irrégularités au niveau de nos edges. Et le Seed Value, c'est vraiment pour avoir une simulation différente de la découpe au niveau de notre objet. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pas faire de Remove Interior parce que ça correspond à la même chose que la surface Shatter. On va trianguler la surface pour avoir une meilleure prise en compte de la géométrie lors de la simulation. On va lui laisser Apply Interior Material pour appliquer un nouveau shader à l'intérieur de notre objet si on veut. Et dans Original Surface, on va faire un Delete parce qu'on est sûr de vouloir casser cet objet. Pas la peine de le garder pour la suite. Et on va faire un Create. Et quand je fais ça, eh bien j'ai un message d'erreur qui me dit que c'est pas possible. Alors, je ne peux pas appliquer cet effet sur mon objet. Donc là, en l'occurrence, il n'a rien fait du tout. Donc ce que je vais faire en fait, ce que j'ai oublié de faire, et qui est très très important quand vous voulez utiliser cet effet, c'est qu'il faut impérativement faire un Delete by Type History et un Freeze Transform. Et une fois qu'on a fait ça, je peux faire un Create. Et observez ce qui se passe ici en haut, vous avez vu, il a switché en fait, il est passé du mode objet en mode component, puisqu'il a besoin de travailler au niveau des components sur mon objet. Donc là, il a fini cette opération. Il m'a créé ici un Solid Shader 1 et il a supprimé ma sphère aussi. Et il est passé en mode Component. Donc on va repasser en mode Objet ici. Et je vais en profiter pour sélectionner avec clic gauche tout mon objet. Et là, je vais lui mettre un champ de force qui va être un champ de gravité. D'accord. Et sur ce plan-là, je vais aller sur Fields and Solvers et lui mettre un Create Passive Rigid Bodies. Là, a priori, notre objet devrait tomber et s'éclater au sol. Donc si je fais play, on observe ce qui se passe. Hop, il est passé au travers. Alors pourquoi il passe au travers, même si alors qu'on a mis ici un passive rigid body, c'est parce que il faut qu'on précise à Maya que comme on a plusieurs éléments qui vont entrer en collision, eh bien, pour être sûr que chaque objet prenne ce plan en collision, on ne pourra plus rester sur un collision layer qui aura une valeur de 0, mais sur un collision layer qui aura comme valeur -1. Et de cette façon, Maya va comprendre que tous les éléments ici devront prendre cette géométrie en considération pour que les éléments puissent rentrer en collision. Donc je fais play, et là, la magie s'opère devant nos yeux.
ébahi. Alors attention, les petits X que vous voyez ici, ça correspond en fait au point de pivot, on va dire, au point d'origine de notre groupe ici. D'accord? Mais ce ne sera pas visible au rendu. Hein. Tout simplement, vous avez cet effet et on sait maintenant comment faire pour briser en plusieurs morceaux un élément dans Maya. Et vous aurez noté aussi qu'il nous aura appliqué ici un shader. Donc si je fais un clic droit dessus et que je fais Assign Existing Material, on voit qu'il m'a créé ici Shader Interior S1 pour me dire que je peux par exemple sélectionner ici cette pièce, aller ici sur le shader qui a été créé, donc celui-là, et changer la couleur si je veux ou appliquer une texture comme bon me semble. Ok, vous avez vu, hein. Bien évidemment, on pourrait gérer après les paramètres de friction et ce genre de choses. On a des éléments qui se rentrent dedans parce que je vous rappelle que lorsque l'on fait de la simulation, il faut éviter que les éléments se touchent au niveau de leur géométrie, sinon le solver en fait va mal interpréter les choses. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais quand on sélectionne ici un élément comme celui-là, alors on a le rigid solver. Alors je vais plutôt le faire de cette façon-là. On a un rigid body qui est créé ici, et on a un solver en fait qui est créé pour nous aussi. D'accord? Si par exemple je devais enlever le state et je reviens au tout début et je fais play, on voit qu'il n'y a rien qui se passe parce que le solver ici n'est pas capable de calculer la simulation. C'est comme pour le nucléus, pour les particules, on a ici un rigid solver qui va justement prendre en considération la position de nos éléments à la frame précédente et qui va, par rapport aux différentes forces qui leur sont appliquées et aux différents paramètres, appliquer donc un calcul pour définir la nouvelle position sur la frame suivante de nos différents objets. D'accord? Donc voilà, vous avez aussi la possibilité, alors ça aussi je ne vous l'ai pas montré, donc je vous le montre maintenant, d'activer ou pas le rigid body. D'ailleurs, on va voir un exemple assez rapidement là-dessus. Donc je vais supprimer ici ma sphère, hein, et je vais supprimer ma gravité. Et du coup, je vais créer une nouvelle sphère, comme ceci. Je vais la mettre à ce niveau-là. Okay. Et je vais vous montrer comment, à quoi ça sert d'activer ou pas un rigid bodies. Et concrètement, dans cet exemple, on verra qu'on pourra animer un élément et puis on va switcher, on va passer du mode animation traditionnelle au mode simulation sur ma sphère. D'accord? Donc pour faire ça, je vais revenir ici sur Channelbox. Ici, je vais lui mettre des clés, donc j'appuie sur S. Je vais activer ici cette option, le Auto Keyframe Toggle. Et je vais aller sur la frame 30 par exemple. On va prendre l'outil Move et on va aller ici. Voilà. Donc, ça va donner ça. Et ensuite, je vais aller un peu plus loin sur la frame 50. On va venir ici et je vais monter mon élément à ce niveau-là. Donc, on a comme animation la sphère qui arrive, comme ceci. Et sur la frame, donc là, on est sur la frame, on était sur la frame 50, hein. Et sur la frame 50, je vais laisser Maya prendre le relais au niveau de la simulation avec du rigid bodies. Donc, on observe bien l'animation. Ça fait ça. Ok. Donc, je fais ça aussi. Maintenant, je vais lui appliquer un Active Rigid Bodies. Et observez bien ce qui se passe. Quand je fais ça, eh bien, si je reviens au tout début, je vois que mon animation semble ne plus exister. Donc, j'aurais beau bouger, ben non. La sphère ici reste statique. Donc du coup, si je vais sur Attribute Editor et que je vais sur Rigid Body 12, eh bien en gros, si je désactive ça, on voit que effectivement mon objet peut se mettre à bouger comme je l'avais défini ici avec mes clés. Donc on a compris que c'est ici qu'il faut venir pour activer ou pas le moment où la sphère va passer en état de Active Rigid Bodies. Et comme on sait qu'on a posé ici une clé à la frame 50, eh bien je peux venir ici et faire un Set Key pour poser une clé. Je vais aller à la frame suivante. Et là, je vais lui mettre un active ici.
Et là, je vais activer mon rigid bodies et je vais faire un set keys. OK? Et là, je reviens au tout début, je fais play. Et on voit que mon objet se met à bouger tout seul. Donc ça veut dire que l'opération a bien fonctionné. Donc je vais mettre ici 500 frames. J'appuie sur Entrée. Et je vais en profiter pour lui mettre ici une force qui sera la gravité comme d'habitude. Normalement ça arrive ici et hop, ça va tomber. Donc on regarde ce que ça donne. Et hop, ça tombe. OK? Donc vous avez compris comment ça fonctionne. On peut mixer une animation traditionnelle avec une simulation. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va passer à un exemple concret. Je vais supprimer ici la sphère. Je vais supprimer ici la gravité. Je vais supprimer aussi mon plan. Et je vais remettre ma grille comme ceci. Et on va passer sur un nouvel exemple. Et dans cet exemple, je vais vous montrer qu'on peut du coup combiner tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on peut, donc, on va créer ici un plan, comme ceci, hein, d'accord? On va en profiter pour créer ici cet objet. Je vais mettre à ce niveau-là. On va créer aussi une sphère. Voilà. On va la surélever un tout petit peu. On va prendre l'outil Scale au niveau du plan pour agrandir un petit peu notre plan comme ceci. Peut-être un peu plus grand comme ceci. Je vais enlever ici ma grille. Cet élément, je vais faire un Delete by Type History et un Freeze Transform. Ensuite, je vais aller sur Effects, Jitter, je vais venir ici. Et à ce niveau-là, je vais faire un Edit Preset Settings. Donc on va lui mettre 5, ici comme nombre d'éléments à diviser. Ici, je vais me mettre en rigid body sans collision. On va deleter cet objet et je vais faire un create. Et une fois que c'est fait, voilà, donc une fois que c'est fait, je vais donc repasser en mode sélection objet, puisqu'on sait qu'il se met toujours en mode component une fois qu'il a appliqué cet effet. Et je vais aller sur Effects, Field Solvers du moins, je lui mets une Gravity. Et très important ici, je lui applique également un Passive Rigid Bodies. Et je prends soin de lui activer ici sa Collision Layer à Amazon. D'accord? À partir de là, on peut observer ce qui se passe. On va reconnaître cet élément qui s'écoule comme ça sur le sol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que sur la frame, je repasse ici à 50 frames par exemple. C'est plutôt ici qu'il faut venir. Ici, oui, c'est à 50 frames, ça va très bien, ou 70 frames. On va venir ici sur la frame 25. OK. Et là, on va sélectionner tous nos éléments et on va mettre le Active sur Off. Je fais Entrée. Et là, je peux lui faire un clic droit qui Selected. Sur la frame juste après, donc je viens ici, la frame 26, je vais lui mettre un On, donc j'appuie sur 1, Entrée, clic droit et je fais un Key Selected. On regarde ce que ça donne. Si je fais Play, voilà, on voit que ce n'est qu'à partir de la frame 26 que cet élément va être pris en compte dans la simulation. On va maintenant s'occuper de notre sphère ici. On sait qu'on travaille sur les clés 26 et 25, 25 et 26 plutôt. Donc là, je vais poser une clé d'animation sur la frame 1, donc sur l'axe X. Clic droit, qui Selected, je pose une clé. Je vais aller sur la frame 28, 30 par exemple. 30. Et je vais arriver à ce niveau-là. Voilà, à peu près, je vais à peu près la faire entrer à ce niveau-là. Et je vais faire un clic droit, qui Selected. Donc on a cette animation où notre objet va rentrer en collision avec ce petit muret. OK? Maintenant, on va appliquer un Active Rigid Body à notre sphère et vous savez que il va nous mettre ici une connexion. Le système de Rigid Body va prendre le pas sur les clés d'animation. Donc pour ce faire, on est obligé de sélectionner ici notre objet et de lui dire que pour l'instant, eh bien, il ne sera pas actif. Donc je vais lui mettre 0 ici, entrée.
Donc du coup, je retrouve mon animation de base et je vais zoomer à ce niveau-là, d'accord? Et je vais faire en sorte que d'activer mon système d'Active Rigid Body sur ma sphère au bon moment, donc c'est-à-dire avant qu'il ne collisionne avec cette surface. Donc ici sur la frame 23, je vais faire un clic droit, je vais faire un Key Selected, et à la frame d'après, je vais venir ici, j'en lui mets un, je valide, et je fais un Key Selected. D'accord? Donc si je reviens ici au tout début, je fais Play, et on voit que normalement, ça devrait entrer en collision avec notre élément bien comme il faut, mais là on n'a pas l'impression que ça l'a pris en considération, donc je reviens ici, je regarde ce que ça donne. Cet élément ici n'a pas l'air de vouloir bouger, donc je le sélectionne et on va lui demander au niveau de ses attributs de changer un petit peu tout ça. Donc on va venir ici, on voit qu'il n'est pas actif, je ne sais pas pourquoi, donc je vais l'activer. Ici il est actif, on va voir pour les autres. Ah oui, ils sont pas actifs parce qu'en gros, on a mis des clés, ça c'est pour ça, hein. Donc si je viens ici, on voit que c'est actif. Ok, parfait. Parfait, mais il n'a pas l'air de rentrer en collision avec mon élément. Donc on va étudier un petit peu tout ça assez rapidement. Alors qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher? On va peut-être augmenter ici la bounciness et la friction. Ici, la dynamic friction. Alors, regarde ce que ça donne. Alors aussi au niveau de notre balle, hein, on va s'assurer qu'on est bien sur actif ici. Et ensuite, on va regarder pareil au niveau, alors je vais lui mettre une cross mass ici quand même. On regarde ce que ça donne. Donc là, ça ne prend toujours pas en considération notre mouvement. Donc, ce que je peux faire en fait, c'est lui demander de prendre, quand mon objet est sélectionné, j'appuie sur Shift, je prends ces clés-là. Bouton du milieu, je vais déplacer mes clés un petit peu en avant comme ceci. Et je regarde ce que ça me donne. Voilà. Même comme ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Ah oui, effectivement, je sais ce qui ne marche pas en fait. C'est que ici, très important, comme on a mis ici du -1, là vous voyez bien que la balle traverse notre sphère sans réagir. Donc, ça veut dire qu'il faut venir ici au niveau du channel box et lui mettre au niveau de la collision -1 pour notre sphère aussi. Donc je reviens ici et je vais lui mettre -1 à ce niveau-là, très important. Et puis attention parce que on a quand même changé pas mal de choses ici. Au niveau de la sphère, je lui ai mis une masse très très importante. Pour l'instant, ce n'est pas activé. Si je vais après, on voit qu'elle sera activée. Donc on peut voir ce que ça donne d'ailleurs. Je vais faire play. On voit que ça rebondit parce que j'ai mis trop de bounciness au niveau de mon objet, sûrement celui-là, je me souviens plus. La bounciness, je l'ai mis à combien? À 9,7. On va le baisser. Bon, on va le laisser tel quel. Il faut que je regarde les paramètres ailleurs, donc c'est 0.6. Donc ici, on lui remet du 0.6, d'accord? A priori, tous les autres éléments sont à 0.6. Ok, parfait. Qu'est-ce que j'ai changé encore? Au niveau de ma sphère, j'ai dû changer quelque chose. Donc je vais la sélectionner ici. Voilà, c'est plus simple. Donc, on va passer après. Oui, donc oui, j'avais changé les clés. On avait dit que c'était à partir des frames 26 et 25. Donc je vais appuyer ici sur Shift et je vais les remettre au bon endroit. Voilà, comme ceci, hein, 25-26. Et on regarde la simulation. Et là, on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Ok? Alors ça reste un petit peu collé sur mon élément. Alors pourquoi ça fait ça? Parce que j'ai dû laisser une friction trop grande, je suppose. Ah oui, c'est celle-ci. On va la baisser un tout petit peu. Et puis on va voir ce que ça nous donne. Voilà, là c'est déjà un petit peu mieux. Ok? Donc vous avez vu pour quand vous voulez casser des éléments dans Maya,
il faut bien penser à gérer aussi euh, les collision layers, donc à mettre -1 sur l'élément qui est censé affecter, par exemple, un élément comme le mur. Ok. Donc je vais faire un file de scene et on va passer à une autre démonstration. Ok. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais jusqu'à présent, quand on a créé des systèmes de rigid bodies, on est allé dans Field and Solvers et on a été dans une partie où c'est marqué Legacy Rigid Bodies. Ça veut dire que là, nous étions en train d'utiliser un ancien système qui permettait justement de pouvoir créer des simulations de rigid bodies dans Maya. Il existe maintenant un nouveau système qui se trouve dans le Enclose qui permet de pouvoir créer exactement le même type de simulation, mais de façon beaucoup plus simple et plus rapide. Donc, on va faire tout de suite une démonstration. On va aller ici dans la vue de front et je vais créer un plan dans cette vue comme ceci. Voilà, un plan comme celui-là. OK. Ensuite, je vais revenir ici dans ma vue de perspective et je vais lui demander, on va retourner le mesh dans le bon endroit, hein, on va lui faire une rotation sous l'axe Y de 90 degrés, de 180 degrés plutôt, excusez-moi, parce que c'est une rotation complète. On se trouve ici à ce niveau-là, hein, d'accord. On voit qu'on a une façon et une face qui est bien comme il faut, donc très important de travailler sur cette face-là. Ensuite, on va aller sur l'outil Polymodeling, on va prendre l'outil Multicut Tool, qui va me permettre de pouvoir créer des coupures dans mon mesh, donc comme ceci, hein. C'est un petit peu comme si on utilisait l'outil Shutter, sauf qu'ici, on le fait nous-mêmes à la main, d'accord. Je vais en profiter pour bien me mettre à l'extérieur de mon objet et faire des coupures comme ceci. Et vous voyez que quand je touche un des éléments ici, eh bien, il se met en mode vertex. Donc si je ne veux pas de ce vertex, je fais un clic droit pour valider le fait qu'il n'a rien fait ici, mais il m'a quand même posé un petit vertex. Hein. À la limite, je vais faire un CTRL Z parce que je ne veux pas qu'il fasse trop de bêtises sur mon mesh, hein, ici en termes de génération. Et, excusez-moi, je reste toujours sur ça. Donc, je reviens ici. Et je vais vous montrer qu'on a la possibilité de venir avec cet outil, hein, le Multicut Tool, de venir ici et de sélectionner sur des faces des points comme ceci pour générer donc ce genre de choses. D'accord. Donc on peut s'amuser comme ça à dessiner ce genre de choses. Hop. Je reviens sur mon premier point, si c'est bien. Et quand j'ai fini, je fais un clic droit pour valider. Alors là, il ne veut pas. Je vais le mettre ici. Après, vous voyez que vous pouvez toujours repositionner vos points si vous en avez envie. Hein. Je vais venir ici, je valide en faisant un clic droit et je continue à faire ce genre de choses si je veux. Clic droit, je valide. Je vais prendre ce point et celui-là, clic droit, je valide. Ces deux points-là, on va aller fusionner comme ceci. Je valide, clic droit. Lui aussi et lui aussi. Bref, vous avez compris l'idée. Je vais lui demander en fait de définir une zone où il va y avoir un impact et ça va être a priori au centre, hein, comme ceci. Je vais venir ici, je vais prendre cette zone. Pourquoi pas aller un peu plus haut aussi. Voilà, clic droit. Je vais venir ici, hop, sur ce point, clic droit, hop, ici. Et je vais faire un clic droit et je vais continuer à faire des slices sur mon élément, donc plutôt au centre. Hein. C'est vraiment cette partie qui va nous intéresser. Voilà. Je peux m'arrêter aussi au milieu, hein, comme ceci, si je veux. Alors c'est peut-être comme ça que j'aurais dû commencer dès le début. Vous voyez que là, il va me générer une géométrie assez importante. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux sortir d'ici avec l'outil sélection. D'accord. Donc, je suis plus sur l'outil Multicut Tool. Et je vais sélectionner l'ensemble de mon objet. Je vais faire un clic droit et je vais aller sur Edge.
je vais tout resélectionner. Parce que si je vais par exemple sur Face, ici, vous verrez que mes éléments sont toujours connectés entre eux. Hein. Même si j'ai fait un cut, si je prends par exemple cette face, vous voyez que c'est toujours connecté, elle fait toujours partie du même mesh. D'accord? Idem pour celui-là. Donc le but du jeu ici, c'est qu'on va séparer chacune de ces pièces. Donc je vais sélectionner ici les éléments, je me mets en mode Edge. Et là, je vais aller sur Modeling. Et dans Edit Mesh, je vais faire un Detach. Et là, normalement, si je retourne en mode Face, vous allez voir que mes pièces seront séparées. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais dans l'idée, il aura séparé les éléments. Alors, si ça marche pas bien comme il faut, on peut réitérer l'opération. Je sélectionne tout, je vais sur Edge. Je prends ici bien tous les edges. Hein. Je vais sur Edit Mesh et je fais un Detach. Voilà. Je vais encore refaire une deuxième fois pour être sûr qu'il a bien tout détaché. Hein. Peut-être qu'il y a des éléments qui se connectent. Une fois que c'est fait, je peux faire un freeze transform. Alors, je retourne en mode objet, bien évidemment. Je peux faire un freeze transform et un delete by type history. D'accord? Et là, on va essayer de voir ce que ça nous donne au niveau des faces. Donc, je viens ici dans le Modeling Toolkit. On va sélectionner ici une face et on va voir ce que ça nous donne. C'est toujours pareil, c'est pas grave. Mais le principe y est quand même. On doit avoir des faces qui sont quand même toutes seules, hein, comme celle-ci par exemple. Donc, voilà, je retourne ici en mode objet. Et une fois que c'est fait, je vais tout sélectionner et je vais aller dans Extrude. Extrude. Et là, je vais lui faire donc une extrusion. Donc, je vais venir ici, je vais extruder mon élément comme celui-ci, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je valide. Donc, si vous avez un mesh comme moi qui est tout sombre, ça veut dire que les normales sont inversées. Et donc, ce n'est pas normal. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remettre dans le bon sens, pour que ça redevienne normal, du coup. Et pour ce faire, on va aller dans Mesh Display, alors qu'on est en mode objet. Et on va chercher l'option Reverse. Et quand je fais ça, j'obtiens ce mesh-là. Alors, des fois, ça donne de bons résultats et d'autres fois, non. Comme c'est le cas ici, hein, vous avez vu, hein, je savais que ça allait faire ça derrière parce que ça se voyait déjà un petit peu ici. Mais on va continuer comme ça avec cet objet. Et je vais créer cette fois-ci une sphère, ici à ce niveau-là, toute petite, hein, comme celle-ci. D'accord? Pas plus grande que ça. Je vais la mettre à ce niveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que cet objet soit bien situé au centre. Puis je vais le mettre ici. Hop. Je vais sélectionner mon élément. Et je vais le mettre ici, parce que je veux que ma sphère aille bien au niveau de l'endroit où j'ai le plus d'objets. Voilà, parfait. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre sphère, la mettre à ce niveau-là. On va aller sur Channel Box. Sur l'axe X, c'est l'axe X ou pas? Non, c'est l'axe Z. Si je viens ici, c'est bien l'axe Z. Je vais lui mettre une première clé à ce niveau-là, qui est Selected. Je vais activer ça. Et je vais aller sur la frame 25. Donc en une seconde, il a traversé mon mur comme ceci. Et ça devrait être bon pour commencer à faire une simulation. Donc, on a ça, hop, ça arrive ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner ici notre plan. Hein. Voilà. On le sélectionne et on va sur FX, Enclose, et là, on fait Create Enclose. OK? On voit qu'il m'a créé ici un Enclose. Et sur cet élément ici, je vais aller sur Enclose toujours, et je vais faire un Create Passive Collider. Alors, vous avez vu que là, il m'a mis un nucléus, et vous vous rappelez que le nucléus vient avec une option qui permet de rajouter automatiquement de la gravité. C'est le cas ici. Ça veut dire que si je reviens au début et que je fais play, eh bien, ça devrait marcher, sauf que, vous avez vu, hein, il y a bien une collision, mais tout tombe vers le sol. Donc, je vais mettre ici la gravité à 0, je reviens au tout début, et plutôt que de laisser la simulation s'évacuer telle quelle, je vais aller sur, donc je sélectionne ici mon plan, hein,
d'accord, mon mur, et je vais aller sur Ncache, parce qu'on peut faire aussi un cache de notre simulation de rigid body ici, donc en l'occurrence de close ici, et je vais faire un create new cache object. Donc là, il me demande si je veux remplacer celui qui existe déjà, je vais dire oui, create replace existing, et je laisse tourner, et j'observe la simulation, et j'obtiens ceci. C'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, ça bouge un petit peu trop sur les côtés, mais dans l'idée, vous avez vu ce que ça nous donne. On attend que ça arrive à la fin. Et à noter que cet effet, avec autant de débris avec l'ancien système, sur un portable comme le mien, sur un PC portable comme le mien, n'aurait pas été possible. Donc c'est vraiment une révolution dans Maya. Donc maintenant que mon cache est fini, eh bien j'ai la possibilité de pouvoir rejouer ma simulation en sens inverse et d'observer la façon dont le système réagit. Donc là on peut voir que effectivement on a bien un mur qui va exploser, hein, d'accord? Et ça me donne ceci. Et là ça marche plutôt pas mal. Vous avez vu, hein, c'est sympa. Donc voilà comment ça fonctionne. Et on a fait ce système-là plus rapidement que le précédent système. Donc je vais vous montrer aussi une autre façon de travailler avec Enclose. On va faire une nouvelle scène, comme d'habitude. Je reviens ici. Donc je vais vous montrer aussi qu'on peut réaliser le même type d'effet, non plus avec un objet, mais cette fois-ci avec une force. Donc on va venir ici et je vais enlever la grille. On va se déplacer comme ceci. On reprend l'outil Cut. Hein, donc je me mets à peu près comme ça pour bien voir ce que je vais faire. Je reprends l'outil Cut et je vais faire donc des cuts comme ceci. D'accord, sur mon élément. Un peu dans toutes les directions. Hein. Ok. Assez rapidement. Je vais commencer à faire ça. À faire ça. Hop, 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 hop. Ok. Je vais continuer. Parce qu'en gros, je veux que l'effet apparaisse à peu près au centre. Vous allez comprendre assez rapidement où je veux en venir. Plus on a de la subdivision, enfin des cuts à ce niveau-là, mieux sera l'effet. Toi, quand je suis en mode vertex. Une fois que c'est fait, je peux donc valider ici la création de mon objet. Je passe en mode Edge, je sélectionne tout mon plan et je vais aller sur Modeling, Mesh et je vais chercher Triangulate pour avoir cette forme-là. Et ensuite, je vais tout sélectionner, toujours en mode Edge. Je vais lui demander de me faire un Detach. On va faire un Delete by Type History et un Freeze Transform. On va faire un clic droit, on va aller sur Face. On va tout sélectionner. Et comme tout à l'heure, on va lui demander de nous faire un extrude plutôt. Et je vais aller sur Extrude. Et je vais déplacer tout ceci vers le haut. Je valide mon opération et je retourne en mode objet. Donc là, on voit que c'est très très moche, hein, ce que ça nous donne comme résultat au niveau des normales. Alors tout à l'heure, je n'avais pas corrigé ça, mais là, on va pas laisser ça tel quel. Donc, normalement, dans Mesh Display, on a un onglet pour les normales, hein, on a tout ça comme outil pour pouvoir régler ce genre de problème. Et comme ça se passe au niveau des faces, on va lui faire un Set to Face. Et vous voyez que ça marche automatiquement, donc c'est parfait. Ensuite, je vais donc lui demander ici de lui appliquer donc dans FX un Enclose, Create Enclose, qui me crée tout ce système. Je vais aller dans Attribute Editor, je vais sélectionner mon nucléus et je vais lui demander de me créer ici un plan. Si je reviens au tout début et que je fais Play, on observe ce que ça fait. On voit que notre objet est en train de se
de s'élever dans les airs et de retomber au sol. Et on observe un petit peu tout ce qui se passe et on voit qu'on a déjà notre élément qui est en train de se briser. Moi, je ne veux pas qu'il y ait ce mouvement initial, donc je vais essayer de le calmer assez rapidement. Hein. Je ne veux pas qu'il fasse ça dès le début. Donc, je vais regarder ce qui se passe au niveau du nucléus comme force. Donc, on va aller sur le nucléus, on sait qu'on a de la gravité, on sait que ça va vers le bas, on a de la densité au niveau de l'air, avec une direction de wind qui va vers 1, vers X, on va mettre 0 quand même ici au cas où. Bon, ça n'a pas changé grand chose, parce que si je reviens ici et que je fais rewind, on voit que ça bouge toujours, mais c'est juste pour le principe. Ici, on a un plane normal avec une direction qui va vers 1, avec un bounce et une friction. On va mettre ça à 0, on va observer ce que ça donne. Ça bouge toujours. Peut-être qu'on va baisser un petit peu ici la valeur de cet élément. Bon, ça bouge toujours, on va laisser tel quel. Substep, ça c'est pour justement le nombre de fois qu'il doit évaluer les éléments frame par frame pour avoir une simulation beaucoup plus précise. On va laisser tel quel, c'est pas ça qui rentre en jeu ici dans ce genre de choses. C'est forcément des forces qui sont laissées ici et qui font forcément bouger notre élément. Donc pour l'instant, je laisse tout ça tel quel. La gravité est à -1, donc c'est très bien, on ne touche pas à ça. Bon, ça c'est pour la direction, donc en Y ça va descendre vers -1, donc c'est parfait. On va aller sur le enclose shape. On remonte pour voir tous les paramètres, donc a priori tout ça c'est bon. La friction, on laisse tel quel. On n'a pas besoin d'aller ici, parce que ça c'est avec des maps que ça va se gérer. Donc la résolution d'angle, on va laisser tel quel. Je descends. Et dans le drag ici, on va le mettre un peu plus important. On va même le mettre à 5, le drag. C'est un petit peu comme la résistance du vent. Ça va ralentir. Nos objets vont perdre de l'énergie quand elles vont. De l'énergie cinétique, on va dire. Et donc, du coup, si je fais play, on voit que ça a déjà un petit peu calmé le tout. C'est déjà pas mal. Donc, je vais essayer de mettre un drag un peu plus fort. Avec peut-être 10, on va voir ce que ça donne. Et le lift, je vais le mettre à 0. Voilà. On voit que ça a déjà un petit peu calmé notre mouvement ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Maintenant, je vais vous montrer que je vais mettre ici une force qui s'appelle le radial, qui est ici. L est ici, puisqu'il s'agit d'une force. Et si je vais dans les volumes contrôle ici, je peux lui demander de faire apparaître une sphère ici. Et si je vais sur Scale, alors que mon élément est là, et que je le montre, on peut voir cette sphère qui apparaît devant nos yeux ébahis. Donc je viens ici. Et je vais demander à ce que mon plan ici soit affecté par cette force. Donc je vais sélectionner ici cette force et je vais aller dans Fluid Solvers, Assign to Selected. Ok. On va voir ce que ça donne. Donc je retourne sur la frame 1 ici, je fais play. On voit qu'il n'y a absolument rien qui se passe au niveau de notre objet. Ah si, on commence à avoir quelque chose qui se produit. Donc je vais zoomer un tout petit peu, qui se produit ici. Vous avez vu, hein? Et apparemment ce n'est pas assez puissant. Donc on va faire un CTRL Z. On va aller sur notre force ici et on va lui demander au niveau de sa magnitude d'être beaucoup plus importante. On va lui mettre, je sais pas moi, 500. On va être fou, on peut faire entrer. On observe ce que ça donne. Ah, là, on sent que c'est en train de vraiment agir sur notre élément. Donc c'est parfait. On va revenir sur la frame 1. Je vais me mettre à ce niveau-là. Je vais déplacer ma force ici. D'accord? On va aller sur Channel et l'axe Z, on va lui mettre ici une clé. On va aller sur la frame 60 par exemple. Et on va aller à ce niveau-là. Et je vais lui mettre une clé aussi, qui est selected. Je reviens au tout début. Je fais
play, je regarde ce que ça me donne. Et vous voyez, on a l'impression qu'on a une destruction d'une rue, par exemple. D'accord? Vous arrive et est en train de tout détruire, comme ceci. C'est ce que je voulais vous montrer. On peut le faire aussi avec une force. Ok? Alors, je vais faire stop. Je reviens au tout début. On va aller sur la frame précédente. On va la mettre un peu plus. Alors, il faut même que j'active ça. On va la mettre un peu plus loin. On regarde ce que ça donne. Hop. Donc là, je vais faire je sélectionne ici mon plan. Je vais aller sur Ncache et je vais faire un create an object. Je vais faire replace existing et on va lancer la simulation. Donc là, on voit que notre objet est en train d'affecter notre géométrie bien comme il faut et on a une vraie destruction dans notre rue. Alors si je veux, je peux arrêter la simulation ici en appuyant sur Escape. Escape. Voilà. Et comme c'est déjà du Ncache, on peut jouer notre animation en arrière et on obtient ceci. Alors bien sûr, je peux venir sur les paramètres de mon radial field et lui demander par exemple d'avoir un petit peu plus d'atténuation au cours du temps. Si je reviens ici et que je refais un nouveau cache, je sélectionne bien évidemment mon play ici. On regarde ce que ça donne en termes de simulation. Replace existing. On voit que les éléments qui sont sur les côtés sont beaucoup moins affectés que tout à l'heure. D'accord? Donc c'est à vous de vraiment gérer les différents paramètres. Je vous montre les principes de base, mais vous voyez un petit peu que là, la force, elle est un peu trop forte, ça bouge n'importe comment. Mais dans l'idée, vous avez compris comment on peut gérer les éléments. Pareil, pour que ça puisse rester statique, eh bien, vous pouvez aussi jouer sur les différents paramètres ici, comme le drag et ce genre de choses, mais pas que ça puisse bouger autant. Donc, je vais faire Escape ici et observer un petit peu mon animation. Donc on voit que c'est plutôt sympa. D'accord? Bon, allez, on va passer maintenant à la simulation de tissu, de vêtements, plutôt de tissu. Donc, je remets ici mon point à 0 et ça je remets ça à 0 aussi. Et on passe maintenant à la simulation de tissu dans Maya. Donc je vais créer une sphère ici au centre de mon univers et je vais créer un plan comme d'habitude. Hein. On va créer un plan comme ceci. Oups. Comme ceci. Voilà. Et ce plan, je vais lui mettre 24 comme valeur et ici je vais lui entrer 50 comme élément de subdivision. Parce que quand on fait de la simulation de tissu, eh bien, il faut que nos éléments aient beaucoup de subdivision, sinon on n'aura pas une jolie déformation. Je vais placer le plan ici en haut et je vais lui mettre tout de suite dans Enclose un Create Enclose et ici sur la sphère, je vais lui mettre un Passive Collider. Donc là, on sait qu'on a un nucléus qui est créé et que forcément notre objet va tomber vers le bas et que notre sphère a priori ne va pas bouger. Donc je vais faire un play et j'observe ce que ça me donne en termes de simulation. Attention, voilà. Là, on commence à avoir l'effet du enclose sur notre objet et on voit que ça se comporte, que notre géométrie se comporte exactement comme du tissu. Ça, c'est parfait. On va laisser la simulation tourner. On voit que l'objet collisionne
comme il faut sur lui-même. Hein. On voit qu'il y a de la friction. Et attention, ah, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc je vais mettre quand même plus de frames. Je vais mettre allez, 500 frames. On va faire un N-cache en sélectionnant bien évidemment notre objet. N-cache, N-object, replace existing. On observe ce que ça donne. À nouveau. Vous allez voir que l'objet, en fait, avec les paramètres par défaut, ça marche plutôt pas mal parce qu'on a beaucoup de subdivisions au niveau de notre géométrie, hein, au niveau du plan. J'aurais dû cacher la grille, je vais l'enlever après. Et ce que je veux vous montrer, c'est que par défaut, quand on fait cet exemple, qui est assez connu hein, dans le monde de la 3D, quand on commence à travailler sur les tissus, eh bien, avec le mouvement initial de notre objet, on commence à voir que le tissu se met à bouger et normalement, il devrait tomber. Donc, on va voir si ça le fait. On a de jolies déformations quand même dessus. Hein. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on lui applique un smooth. Pour l'instant, je laisse la simulation aller jusqu'au bout. Et vous voyez que, voilà, c'est en train de tomber comme ceci. Donc là, on peut faire escape pour arrêter notre simulation. Je vais enlever ici la grille. Et on peut revenir en arrière pour voir ce que ça donne. On a donc ceci. Vous avez vu comment ça se déforme? C'est super joli ici. D'accord? Et ça donne ceci. Alors, ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut lui demander, au niveau donc de ces paramètres, hein, on va aller ici sur Attribute Editor. Alors, comme vous voyez, on a énormément de paramètres. Je ne pourrais pas tous les expliquer maintenant parce que ça va prendre un temps énorme. Mais on peut lui demander, déjà au niveau de la collision, d'avoir un peu plus de friction. Donc, on va augmenter ce paramètre à fond. On va le faire aussi au niveau de la sphère hein, pour que ça puisse bien rester collé. Et on va observer la différence. On va refaire un N-cache, create N-object. Alors, bien évidemment, il faut sélectionner ça. C'est lui qui bouge. On fait N-object, replace existing. On observe de nouveau. Donc, c'est ça la simulation. Hein, c'est beaucoup de temps d'attente que la simulation soit finie. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des ordi avec des RAM plutôt élevés. Hein. Attention. Là, on voit qu'on a déjà une simulation un tout petit peu différente de tout à l'heure, puisqu'on a changé les paramètres. Donc forcément, on n'aura pas le même type de simulation. Et là, on voit que notre élément ne semble plus glisser comme tout à l'heure, puisqu'on a plus de friction entre les deux éléments. Donc là, on a quand même eu quelques éléments qui sont rentrés dans... il y a eu un petit peu de pénétration entre les différents éléments ici. Donc là, c'est pas forcément une bonne chose, mais ça peut se régler. Mais là, on n'aura pas trop le temps. Je vous montre juste les principes. Ah, tu vois, ça remonte, c'est assez marrant. À mon avis, ça n'ira pas plus loin que ça. Voilà, donc on a compris le principe pour appliquer ici un tissu. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, donc je vais faire, là ça redescend, hein. À cause de la friction, ça ne devrait pas... Ah oui, ça commence un peu à bouger quand même. Hein. Quand il va retomber là, est-ce qu'il va glisser? Il a l'air de glisser. Ah, on va voir, c'est assez... est-ce qu'il glisse ou pas? On a l'impression que oui. Je serais assez curieux de savoir jusqu'où ça va aller. Parce qu'on a mis quand même une grosse friction. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Je vais faire un escape. Et on peut observer que ça nous donne ceci comme simulation. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer à partir de quel moment il arrive sur la sphère. Donc à partir de la frame 60, on va sélectionner ici notre sphère. On va aller sur Channel Box. On va prendre ces éléments-là, clic droit, on va faire un Key Selected. D'accord? Et on va aller à ce niveau-là.
sur la timeline et on va déplacer notre sphère ici. Je vais faire un key selected. Et après, on va aller ici. Je vais faire un key selected. Manquer un temps de pause. Et puis après, on va aller un peu plus loin. Déplacer notre sphère à ce niveau-là. Donc, vous voyez qu'elle va bouger assez rapidement. Et je vais faire un key selected aussi. OK? Donc, on revient au tout début. On sélectionne ici notre plan. Et comme d'habitude, on fait un create an object, create new cache sur cet objet. On fait un replace. Et on fait un replace existing. On observe ce que ça donne avec notre élément qui est animé. Alors bien évidemment, si j'avais sélectionné ce plan et que j'avais fait un detach après avoir sélectionné en sous-component les edges, on n'aurait pas du tout la même réaction au niveau de notre mesh sur la grille. On aurait eu une explosion de différents petits carrés, on n'aurait pas eu donc cet effet de tissu en mouvement sur notre sphère. Okay, donc là, ça ressemble un petit peu à un fantôme. Vous avez vu, c'est assez marrant. Hein. Donc là, on voit que ça suit très très bien notre sphère. On a un temps de pause et là, ça devrait accélérer. On va voir comment ça va réagir. Alors, attention, est-ce que ça va glisser ou pas? Donc, je vous rappelle qu'il y a aussi l'air qui est pris en considération hein, comme paramètre. Donc là, ça marche plutôt pas mal. Et donc, vous voyez qu'on peut assez rapidement simuler une animation de tissu qui bouge tout seul dans les airs comme un fantôme. Ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Et donc là, ça va s'arrêter et forcément, le tissu va reprendre une apparence un peu plus standard en termes de mouvement. Et là, j'ai l'impression qu'il va, ça a été un petit peu trop rapide, j'ai l'impression que ça va glisser, que ça va partir. Je voudrais bien aimer savoir ce que ça va donner. Je regarde si juste ça retombe. Ah, ça va tomber, je pense, non? Alors, on attend un tout petit peu. Oui, oui, ça va tomber, je pense. Après, on peut régler ce genre de choses, hein, mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut aussi animer un élément. Donc, si vous avez un personnage qui marche, avec différents paramètres, on peut effectivement simuler ce genre de réaction pour le tissu. Donc, on va avoir la petite balle. Là, on commence à la voir. Et on voit que finalement, c'était pas un fantôme, mais une balle magique qui arrive à se mouvoir toute seule dans l'espace. Voilà, on va faire un escape ici. Et là, on a l'impression que c'est une personne avec des cheveux et bref. Si je reviens en arrière, je peux sélectionner ici mon objet, aller sur Modeling et dans Mesh, je peux faire un smooth. On va avoir plus de définition ici. Hein. Si je fais play, oups, play, pas à ce niveau-là, mais ici, si je fais play, on a une jolie déformation donc, sur notre élément. Ok. Donc, comme j'ai mis un smooth, c'est un peu plus lent, mais dans l'idée, vous avez vu ce que ça me donne comme simulation. Ok. Donc, je vais faire une nouvelle scène. On save. Je remets ici ma grille. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'on peut demander à Maya de faire en sorte que la simulation de tissu, que le tissu soit contraint par rapport à un objet et qu'il ne puisse pas, comme on a vu pour la sphère, glisser comme ça sur les côtés. Donc je vais venir ici et je vais créer un tube comme ceci. Alors je vais réduire un tout petit peu son radius, on va lui mettre 0.3 ici.
Et au niveau de la hauteur, on va lui mettre allez, 15. Et on va mettre tout ça au centre, donc à 0 ici, et on va lui mettre 7.5 pour poser notre élément au sol comme il faut. Je vais venir ici dans la vue de front et je vais lui demander de me créer un plan. Donc je vais prendre ici un plan et je vais le créer à ce niveau-là, comme ceci. Et vous aurez compris quand nous sommes en train de créer un drapeau. Donc je reviens ici dans ma vue de perspective. Alors peut-être qu'il est un peu grand mon drapeau, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Allez, on va quand même le baisser un tout petit peu parce que là c'est quand même énorme. Alors je vais lui mettre ça comme valeur, un tout petit peu plus grand, 5, et ici on va lui mettre 8 peut-être, 9, c'est parfait. Donc je vais prendre l'outil Move et je vais le repositionner à cet endroit, comme ceci. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup de géométrie et vous savez que pour simuler du tissu, il faut énormément de géométrie, sinon ça ne marchera pas convenablement. Donc je vais entrer ici 50, ça me paraît pas mal. Et ensuite, je vais demander à Maya de passer en mode vertex ici. Je vais sélectionner ici mes vertex. Je vais faire un shift pour sélectionner ici mon cylindre. Et dans FX, je vais aller sur N constraint, puisqu'on va contraindre le fait que cet élément va être collé, donc à cette surface. Hein. Donc je vais aller sur N constraint et je vais chercher Point to Surface. Et quand je fais ça, alors ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que il faut que je demande à Maya avant, en fait, dans l'ordre d'étape, en fait, il faut d'abord que je demande à Maya que cet élément soit enclose. Donc je vais aller sur enclose et enclose. Et là, et seulement là, je peux sélectionner maintenant mes éléments, aller sur vertex, sélectionner ici mes points, comme ceci, hein, je prends tous ces vertex là. Et là, je peux aller sur N constraint. Alors, bien évidemment, il faut sélectionner aussi notre géométrie, sinon ça ne marchera pas. Et je vais aller sur N constraint, Point to Surface. Et là, vous voyez que ça a fonctionné puisque j'ai maintenant cette dynamique constraint qui a été créée qui me montre que effectivement mon objet est contraint à la surface de cette géométrie. Cet objet, je vais lui demander d'être un passif collider et on va observer tout de suite ce que ça nous donne. Oups, en termes d'animation, je retourne ici en mode objet, d'accord, et je fais play. On voit qu'on commence à avoir une déformation assez jolie et ça devrait rentrer en collision avec le mesh ici. Et c'est plutôt pas mal comme résultat. Donc vous avez vu, c'est relativement simple à mettre en place. Je vais essayer de bien zoomer là-dessus. Maintenant qu'on a fait ça, je vais mettre stop. Et si vous vous rappelez, dans le nucleus, on a une option ici pour mettre du vent. Donc ça se trouve à ce niveau-là. Et vous voyez que pour l'instant, le wind speed est à 0. Donc si je l'augmente un tout petit peu, vous verrez que c'est là que la magie va commencer à opérer. Donc, je vais mettre, oui, je vais laisser, je vais faire un play. On observe ce que ça donne. Attention, là on a une déformation et on voit que notre objet n'arrive plus sur la géométrie puisqu'elle est influencée par le vent. Alors ce que je vais faire quand même, c'est que je vais mettre un tout petit peu plus de frames. Je vais mettre 700 frames ici, je reviens au tout début. Je vais augmenter un tout petit peu ici la puissance la vitesse du vent, hein, donc la puissance du vent. Je vais faire play. On observe ce que ça nous donne. Et là donc on a, voilà, c'est parti. On a donc notre drapeau qui s'anime. Donc le vent il est un peu violent, mais peut-être pas suffisamment, donc je vais augmenter un tout petit peu plus. Et on voit que la direction va dans le étant 1, il va vers le X. C'est pour ça que notre objet est en train d'aller dans cette direction. D'accord? Je
peux lui mettre un tout petit peu plus de densité aussi, hein. Voilà. Vous avez vu que quand je mets de la densité, comment ça influence sur mon mesh. Je vais baisser un tout petit peu. On va baisser sur le speed aussi parce que là c'est un petit peu trop violent. Okay. Et vous avez compris l'idée. Je peux lui mettre aussi un petit peu de noise, hein, si je veux avoir quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de beaucoup plus réaliste en termes de mouvement. Et comme vous pouvez le constater, eh ben, c'est plutôt sympa comme animation, ça marche bien. Voilà, c'était pour vous montrer comment on fait pour contraindre euh, la simulation d'un tissu par rapport à un mesh. Donc on peut gérer aussi les paramètres d'élasticité, parce que là vous avez vu que c'est en train de s'étirer vraiment, hein, le mesh n'est pas aussi long que ça à la base. Et ça, ce sont d'autres paramètres un peu plus complexes à gérer. Pour l'instant, je vous montre, comme d'habitude, les principes de base. Donc on va s'arrêter là et je vais faire une nouvelle scène. Okay. Donc maintenant qu'on a vu comment on peut contraindre la simulation de tissu par rapport à un mesh, je vais vous montrer un exemple. On a vu plusieurs exemples où on pouvait faire une simulation de destruction de mesh. Eh bien, on peut faire la même chose avec du tissu et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, on va aller ici créer une boîte comme ceci, comme ceci là, voilà. On va dézoomer un tout petit peu. Je vais créer un plan. Donc, je vais venir ici et je vais créer un plan. Je vais faire une rotation de cet élément comme ceci, donc à 90 degrés. 90, alors ensuite, on va placer nos éléments bien comme il faut, hein. Je vais passer en vue de top. Donc lui, je vais le remettre ici à 0 et je vais le déplacer à ce niveau-là. L'autre plan qui est ici, on va le remettre aussi à 0. S'il veut bien, alors je sélectionne tout ça, 0, entrée. Et on voit qu'il se place relativement bien ici. Donc lui, je vais le prendre, je vais le dupliquer avec Shift et je vais le mettre à ce niveau-là. D'accord? Je retourne en vue de perspective et j'obtiens ce modèle-là. Donc on va peut-être augmenter ça un tout petit peu plus. Je vais donc prendre mes deux boîtes, mes deux poteaux finalement sur les côtés et je vais les mettre à ce niveau. D'accord? Donc maintenant que c'est fait, je vais prendre tout ça et puis on va les poser sur le sol, hein, tranquillement, comme ceci. Voilà. Et puis on va créer une petite sphère. Donc on vient ici. Vous savez que j'aime bien créer des petites sphères, hein. Voilà. On vient ici, je la mets à ce niveau-là. Et on va lui demander de nous faire un trou dans le tissu ici. D'accord? Donc là, on est bien positionné. Et voilà, je pense que c'est parfait. On peut déjà lui faire une animation, hein. On va aller ici sur l'axe Z, qui est selected, on partira d'ici. Puis on va aller à la frame 60 par exemple. De l'autre côté, donc il va passer ici et va s'arrêter ici. On fait un key selected. Donc on a cette animation là. Boum, ok, parfait. Ici, ça va être notre tissu. Vous savez qu'il faut qu'il y ait beaucoup de subdivisions. Donc je vais sélectionner ici ces deux éléments. Et avec le bouton du milieu, ah oui, excusez-moi, il faut prendre les deux éléments ici. Et avec le bouton du milieu, on va créer donc de la subdivision. Ouais, il en faut quand même pas mal, hein. Je vais zoomer ici un tout petit peu. Donc là, ce n'est pas suffisant. On va encore en faire un tout petit peu plus. Encore un tout petit peu. Et là, je pense que c'est plutôt pas mal, hein. On va rester sur du 50 ici. Okay. Et donc, on va aller sur Enclose. On va lui mettre un Create Enclose ici. Ensuite, ces deux éléments-là, on va les sélectionner avec Shift et on va les mettre en Create Passive Collider. Et comme tout à l'heure, on a vu, je vais passer en mode... alors, je vais me mettre
en vue de front. D'accord, je vais passer en mode wireframe. On va enlever la grille ici. Je vais dézoomer un tout petit peu pour bien voir ce qui se passe. Et je vais demander à Maya de passer en mode vertex. Ici, je vais prendre ces éléments-là. Je vais faire un Shift pour sélectionner cette partie-là. Et je vais aller sur Contrainte, End Constraint, Point to Surface. Donc là, on voit que ça a marché. Je refais la même chose de ce côté-là en mode vertex. Je vais prendre ces vertex-là. OK. Shift, je prends cet élément. Et j'appuie sur G pour répéter la dernière opération. Donc G du clavier. OK. Une fois que c'est fait, je peux revenir en vue de perspective. Et a priori, on a fait tout ce qu'il faut, sauf que ici, on lui a pas demandé, a priori, d'avoir un passif collider. Donc on va la faire tout de suite. Et on va faire play pour voir ce que ça donne, tout ça. Attention, ça rentre en collision, ça se déforme. Et notre objet passe quand même et fait quelque chose d'assez bizarre et c'est pas du tout ce qu'on veut. D'accord? Ce qu'on veut, c'est que notre objet déchire ici notre tissu. Donc je vais mettre stop ici. On va lui mettre 300 ici en termes de simulation. Et pour faire ça, c'est relativement simple. On va sélectionner ici notre mèche. Donc je reviens au tout début, hein, notre tissu plutôt. Et je vais lui demander ici, dans les constraints, de lui mettre un Tearable Surface. Si on va ici dans la boîte d'options, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Hein. On peut faire un Edit Reset Setting si on veut. Et là, je peux lui faire, après avoir sélectionné ici mon objet, un Create Constraint. Je fais un Close. Donc là, il est en train de calculer un petit peu tout ça. Donc, je fais un Close. Et je vais lui demander ici de me faire un Cache. Qui est toujours en train de calculer, hein, parce que ça demande quand même pas mal d'opérations. Et là, je vais faire un cache, comme j'ai dit. Je vais faire un end object, comme d'habitude. Je fais un replace existing. Et on attend. On regarde ce que ça va nous donner comme simulation. C'est parti. Donc là, on a notre objet, notre tissu qui est en train d'être affecté par la gravité. Notre balle qui arrive à toute vitesse et qui devrait, je l'espère, faire un trou dans notre objet. Et là, on voit que non. Notre objet est tellement lourd qu'il se déchire lui-même et que la balle n'a pas le temps d'arriver. Et en fait, tout ne fonctionne pas comme on l'aurait espéré. Et voilà. Notre objet est quand même déchiré, mais on n'a pas, a priori, le bon type de tissu pour que ça puisse bien fonctionner. Donc je vais faire Escape. Et donc on voit que c'est vraiment un tissu d'une très mauvaise qualité. On n'est pas du tout content, d'accord, hein, parce que c'est pas ce qu'on voulait comme résultat. Ça marche pas très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici notre tissu. Voilà. Et on va aller dans Attribute Editor. Et ici, on a des presets. Donc, je peux cliquer dessus et choisir, par exemple, un tissu beaucoup plus solide, comme par exemple, je sais pas moi, un t-shirt, par exemple. On prend un t-shirt, c'est où? C'est là. Et on fait un Replace. Et donc, on va rejouer la simulation, s'il veut bien. On va aller donc sélectionner notre élément ici, notre alors c'était lequel? C'était le P-plane, c'est bon, hein, on l'a pris. P-plane. Je retourne en mode. Ah oui, là il est en mode cache. P-plane.
s'il veut bien. Merci. Et on va aller sur Encache, un object, pour créer un nouveau clash. Je fais replace existing. Et on regarde ce que ça donne. Donc ça, c'est parti. Deuxième simulation, deuxième tentative. Est-ce qu'on va avoir un joli trou dans notre tissu avec de nouveaux presets pour que notre tissu soit un petit peu plus solide? Et non. Attention. Donc là, ça arrive. Le tissu n'est pas encore en train de se déchirer pour l'instant. Et attention. On a donc une collision. Et voilà notre fameux trou dans notre tissu. Ah, ça, c'est superbe. Ça a fonctionné. Vous voyez que tout dépend aussi du type de tissu que vous avez pour créer ce genre d'effet. D'accord? Donc je vais faire un escape ici. Ça commence déjà à se déchirer ici. Donc c'était pas non plus une bonne qualité, mais en tout cas une meilleure qualité que celle qu'on avait avant. Et on voit qu'on peut effectivement créer donc ce genre d'animation. Donc là c'est un petit peu lent parce que j'ai mis beaucoup de subdivisions. Et même avec le cache, j'ai mon PC qui souffre beaucoup. Hein. Voilà, hop, on arrive ici. On va zoomer un tout petit peu pour bien apprécier un petit peu tout ça. Hop, ça arrive ici. Et on a donc la collision avec notre tissu. Et si on regarde de l'autre côté, eh bien on voit que hop, ça arrive et ça déchire comme il faut le tissu. Ok? Donc voilà, je vais mettre, je vais partir sur une nouvelle scène. Scene, save. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer un exemple, encore une fois, sur une sphère. Je vais la mettre ici. Alors, on va la mettre à 5. Ok. Je la mets ici au centre de mon univers et je la pose au sol. Je vais créer un cylindre, comme ceci. Peut-être pas aussi important. En termes de taille, je vais lui mettre, allez, on va lui mettre 6. Allez, on va lui mettre 10. Ok. Et ici, je vais lui mettre un radius de 1.5 peut-être. Parfait. On va faire une rotation dans ce sens-là, sous l'axe Z, de 90 degrés. Ok. Et idem, hein, je vais le mettre ici à 0. On va le monter à 3. Et on va sur l'axe Z le mettre à moins 10. Non, c'était pas l'axe Z, c'était quoi? Alors c'était l'axe X, j'aurais dû regarder. On va faire moins 10. Ici. 10. On va finir par y arriver. Et lui, je le mets à 0. Voilà. Donc on a donc cet élément, hein, cet objet. Peut-être que je vais le mettre plus ici. Ok. Et donc ce que je vais vous montrer avec cet exemple relativement simple, c'est que je peux faire une simulation sans forcément poser de fil d'animation sur les éléments. Donc comment ça va se passer? Je vais venir ici sur mon enclose, je prends ici cet élément. Lui, je vais le mettre en create enclose et lui, je vais le mettre en passive collider. Okay. Je vais demander au nucléus de me mettre un gris ici dans la simulation, de la prendre en considération. Je fais play. Et vous voyez que d'emblée, mon élément se met à s'affaisser sur lui-même parce qu'il s'agit d'une géométrie qui n'est pas pleine. D'accord? Donc c'est comme un ballon de plage, hein, sauf qu'il est relativement mou et qu'il n'y a pas assez de pression à l'intérieur. Donc pour changer ça, eh bien je peux aller sur mon enclose, shape 1, et je vais pas aller dans pressure, mais je vais chercher un autre paramètre qui se trouve où alors, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de paramètres. Il y en a un qui permet
dire au mesh de conserver son apparence, hein, même s'il n'a pas beaucoup de, de pression. Et si ce paramètre-là, c'est le paramètre rigidity qui est à 0 pour l'instant. Donc si je l'augmente un tout petit peu, comme ceci, bon, peut-être pas autant, je fais play, vous voyez qu'il ne s'affaisse plus comme avant. C'est pas mal, hein. On va le baisser un tout petit peu. J'ai envie de sentir que encore un tout petit peu. Attends que ça reprenne la simulation. Donc je vais faire stop. Je reviens au tout début. Je fais play. Il est plutôt stable, c'est bien. Donc voilà, maintenant que c'est fait, je suis encore pas très convaincu. Je vais lui mettre une petite valeur peut-être. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Parfait. Donc il rebondit un tout petit peu. Allez, je suis désolé, hein, je vais encore mettre une valeur plus petite. J'ai l'impression que ça va pas marcher si je ne mets pas une valeur assez grande. Ouais, parfait. Donc là, on sent qu'il rebondit sur lui-même. Et ce que je vais vous montrer, c'est que je peux interagir avec cet élément en temps réel. Et grâce à ça, je vais aller sur FX. On a un petit bouton ici qui s'appelle Start Interactive Playback. Donc je vais l'activer. Et là, vous voyez que je peux rentrer en relation avec mon objet, comme ceci. Alors, vous n'avez pas assez de frame, hein, je vais mettre 800. Okay. Je vais faire play. Alors, s'il ne faut pas faire de play, il faut faire, excusez-moi, il faut vraiment faire un Start Playback Interactive. Et là, on peut voir ce que ça donne quand je joue avec mon objet. C'est sympa, hein? Donc, je reviens au tout début, puis je sors du mesh, bien évidemment. Je fais donc un play ici. Et là, on peut voir ce que ça donne sur mon objet. Ok? Voilà, donc vous pouvez vous amuser comme ça avec votre élément. On peut le mettre ici en haut. Je vais baisser un tout petit peu encore la friction. Je vais la mettre à 0.5 ici. Voilà, je vais faire play ici. C'est assez sympa ce que ça me donne. Là, je dois avoir une force qui attire obligatoirement mon objet vers cet élément. Vous voyez que je peux venir ici et essayer de rentrer en interaction avec lui. Quand j'arrive ici, je peux le bouger comme ceci, le stopper ici, hop, le faire monter si je veux. Et voilà. Vous avez compris un petit peu l'idée, hein. D'accord? Donc ça marche aussi pour les particules. On peut aussi interagir comme ça avec des objets pour voir comment ça fonctionne. Donc je vais faire une nouvelle scène. Maintenant que je vous ai montré ça. Et je vais terminer par un dernier exemple qui est relativement sympa, cool et simple à faire. Donc je vais venir ici sur géométrie. Je vais prendre un cube comme celui-là. Voilà. Et je vais mettre ici, je vais créer cette boîte comme ceci. Je vais la centrer au milieu du monde. Alors je vais lui mettre comme paramètre ici, comme subdivision ici, 100. Pardon, je vais faire entrer. Sauf qu'au niveau de la hauteur, je vais lui mettre 2. Et on va mettre ici, allez, 12. Et ici, on va mettre 20. Comme ça, vous aurez les mêmes valeurs que moi si vous voulez tester après. Ici, on va lui mettre 1. OK. Et donc, l'idée, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a la possibilité de modéliser aussi des éléments particuliers avec le enclose. Et ça, c'est un exemple qui est super, super connu quand on fait de la simulation de vêtements, de tissus dans un logiciel de 3D. Ça marche partout pareil. Donc, on crée cet élément. D'accord? Je vais faire un delete by type history, un freeze transform. Ensuite, je vais aller sur enclose et je vais lui mettre un create enclose. Donc, il me crée comme d'habitude tous les éléments qu'on connaît maintenant. Je vais aller sur attribute editor et je vais lui demander de mettre au niveau du nucléus, de mettre la gravité à 0. D'accord? Comme ça, il ne sera pas affecté par la gravité.
Et au niveau du Enclosed Shape 1, donc de celui-là, on va aller sur un paramètre qui s'appelle Pressure, comme dirait Queen, Under Pressure. Et on va mettre justement cet élément Under Pressure. Et on va lui mettre une petite pression. On va lui mettre un 0.7. Je vais faire Entrée. Donc on ne mettra pas de key, de clé, donc de key comme dirait Alicia. Je vais faire Play. Et on va observer ce que ça nous donne comme effet. Et vous voyez que automatiquement, notre objet se met à gonfler comme un gâteau dans un four en fait. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Eh bien, on peut observer qu'il est en train de prendre une forme très particulière. Et cette forme très particulière nous fait penser à quoi? Eh bien, ça nous fait penser à un oreiller. Voilà. Et donc, voici comment on fait pour modéliser des oreillers dans les logiciels d'animation 3D. C'est une technique qui est assez connue. Alors, en général, il faut trouver la bonne pression, hein. Et normalement, quand on arrive à ce niveau-là, on devrait avoir des petites pliures qui devraient faire leur apparition. Et c'est le cas. Vous avez vu, ça commence. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, je redis, non, c'est plutôt un Mcache. Bon. Donc, c'était peut-être un peu trop fort comme pression. Quand c'est trop fort, on voit pas trop les petites pliures. Donc, je reviens ici au tout début. Et je vais lui mettre une pression un peu plus basse, comme 0.1 par exemple. D'accord? Je vais mettre plus de frames ici. On va lui mettre 500 frames. Et puis là, je vais faire un. Alors, il faut bien évidemment que je le sélectionne. Je vais faire un cache. Replace existing. Et on laisse tourner. Et on regarde ce que ça donne. C'est parti au niveau de la simulation. Donc il est en train de gonfler. Donc on prend le temps de laisser tourner, hein. Donc forcément, comme j'ai mis une pression qui est un peu moins forte, eh bien ça va prendre légèrement plus de temps. Et je vous rappelle que ce que j'essaye d'obtenir ici, c'est des petites pliures au niveau de la géométrie pour pouvoir avoir un effet beaucoup plus intéressant. Là, c'est dommage, il m'affiche les edges, hein, j'aurais pu enlever ça ici, mais comme c'est en train de tourner, je vais laisser justement tourner. On est à quel niveau là? On est sur quel frame? On est uniquement sur la frame 40, donc je pense pas qu'on va aller jusqu'au bout de l'animation. Le but pour moi est simplement de vous montrer. Ah, il me semble que là on commence à avoir un tout petit peu de pliure, ça, si je ne me trompe pas. C'est justement ce que je voulais vous montrer, qu'il faut faire attention aux paramètres que vous mettez ici pour effectuer donc votre modélisation par simulation, on va dire, de votre oreiller. Et maintenant que que la pression est en train de retomber, on va pas tarder à mettre pause. Vous voyez que là, ça commence à se plier aussi un tout petit peu. On va pas tarder à mettre pause. Je vais attendre un tout petit peu. Donc il faut juste trouver les bonnes valeurs à chaque fois. D'accord, là, j'ai rentré des valeurs par défaut. Mais pour l'instant, là, c'est en train de reprendre une forme un peu plus standard. J'attends encore un tout petit peu et après, je vais appuyer sur Escape. Et on va observer le résultat final. Donc après, on peut faire d'autres opérations de modélisation comme un smooth, on peut arranger ici les edges. Mais sur le principe, vous avez compris, il y a pas vraiment de difficulté ici à appliquer cet effet. Donc là, je vais appuyer sur Escape. Voilà. Et vous pouvez observer ce que ça me donne en termes de modélisation. Je vais enlever la grille parce que ça sert à rien. Et on a ceci. Vous avez vu, hein, c'est sympa. Donc, je me suis arrêté à la frame 91. Je vais taper ici 91, entrée. Et on observe ce que ça nous donne en termes de modélisation. Donc, on part d'un élément comme celui-là. En fait, j'aurais dû partir sur une hauteur plus basse. Mais bon, ça c'est pour l'exemple. Vous voyez un petit peu l'idée là? C'est pas mal, hein?
de jolis plis qui disparaissent un petit peu avec le temps. Mais le but ici, c'est de trouver les plis. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est content avec un élément ici, peut-être comme ça, hein, on peut sélectionner, on fait un delete by type history, un freeze transform, et vous noterez qu'on n'a plus de simulation sur notre objet et qu'on a maintenant une géométrie pour décorer notre scène. Ok? Donc voilà, je vais faire une nouvelle scène et j'espère que vous aurez compris comment fonctionne la simulation de rigid bodies et de tissus dans Maya. On a vu un petit peu aussi les soft bodies hein, finalement avec l'utilisation du enclose et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo.